Bonsoir Frédéric Ancel, merci d'être l'invité du 20h BFM TV. Vous êtes docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po Paris. On va revenir évidemment sur cette rencontre Trump-Poutine en Alaska dans un instant. Mais avant cela, je voulais avoir votre regard sur cette percée de l'armée russe. On l'évoquait avec Ulrich il y a quelques instants, cette percée de plus de 15 km. C'est une première depuis des mois, peut-être des années, à 3 jours d'un sommet où on est censé parler de la paix, d'un cessez-le-feu. Quelle analyse vous faites de cette offensive russe ? Un très très grand classique dans la longuissime histoire politique et militaire, celle des frontières, celle de la guerre. Les jours, parfois les heures, les jours, les semaines qui précèdent un éventuel cessez-le-feu sont les plus dangereux pour une raison très simple, c'est que les belligérants, en général 2 belligérants de part et d'autre de la ligne de front, essayent d'obtenir in extremis le plus d'avantages sur le terrain, parce que ces avantages, ces présences militaires sur le terrain permettront à ces belligérants vainqueurs, même vainqueurs sur des territoires relativement réduits, permettront donc d'obtenir des atouts à la négociation. Donc je pense que là, l'armée russe est en train d'illustrer peut-être, c'est une hypothèse, hein, j'espère qu'elle se vérifiera, c'est une hypothèse haute et optimiste, l'armée russe est en train d'illustrer le fait que peut-être Poutine souhaite effectivement parvenir à un véritable cessez-le-feu, d'où l'explication de cette offensive. Est-ce que Vladimir Poutine a-t-il intérêt à accepter un cessez-le-feu ou à gagner encore du temps, puisqu'on voit qu'il est en position de force sur le terrain et on imagine bien que le tracé de la ligne de front sera probablement le point de départ des pourparlers? Alors, vous avez raison, le point de départ des pourparlers, ça c'est vrai, j'y reviens pas, mais en revanche, le rapport de force, vous savez, tout dépend de ce qu'on en fait et quels sont les critères et les paramètres qu'on choisit pour établir ce rapport de force. En 3 ans et demi, force est de constater que de toute façon, quoi qu'il arrive maintenant, Poutine aura échoué sur le plan stratégique. Il aura vaincu sur le plan tactique, autrement dit, il aura croqué un certain nombre de territoires, donc on verra quelle est l'ampleur de ces conquêtes militaires, mais à quel prix ? Et surtout, il aura échoué stratégiquement. Pourquoi ? Parce qu'il y a 3 ans et demi, il faut se souvenir que ce qu'il souhaitait, c'était imposer sa volonté politique et militaire sur l'intégralité de l'Ukraine. On en est très loin. Là, on parle d'environ 20% du territoire ukrainien, dont la façade, enfin une partie de la façade maritime qui effectivement stratégiquement est intéressante, mais l'Est du Donbass, franchement, c'est une terre en friche qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc vous voyez, le rapport de force sur le plan militaire, oui, mais à quel coût ? Et en l'occurrence, des centaines de milliers de militaires russes tués, blessés, neutralisés ou disparus. Et puis j'ajoute l'économie russe qui s'est littéralement inféodée à l'économie chinoise. Et ça, sur du long terme, c'est un élément extrêmement négatif, évidemment, en termes de puissance pour la Russie de demain. Donald Trump paraissait hier affirmatif en disant qu'il y aurait des échanges de territoires. Et il parlait de nouvelles frontières, de redessiner des frontières. Volodymyr Zelensky, ce soir, lui, exclut tout retrait des forces ukrainiennes du Donbass. Est-ce qu'il est encore envisageable que l'Ukraine sorte de cette guerre sans perdre un seul territoire ? C'est inimaginable. Et malheureusement pour les Ukrainiens. Pourquoi ? Parce que le rapport de force, dont vous parliez tout à l'heure à juste titre, sur le plan tactique, vous ne pouvez pas ne pas considérer que la Russie n'a pas croqué une partie, n'occupe pas une partie du territoire ukrainien, sans parler même d'ailleurs de la Crimée qui a déjà été annexée en 2014. Donc non, ce n'est pas possible. L'Ukraine va nécessairement être contrainte, si elle accepte un cessez-le-feu, voire même d'ailleurs peut-être demain, dans quelques années peut-être, même si j'y crois moyennement, un véritable accord de paix, elle va être obligée de faire des concessions. Parce que sur le terrain, effectivement, ce n'est pas celle qui est en train de l'emporter. Mais en même temps, M. Zelensky est l'agressé dans l'histoire. Autrement dit, il a parfaitement raison, il est dans son rôle en disant, mais attendez, nous, avant même, a fortiori qu'il y ait une quelconque négociation, à laquelle d'ailleurs nous ne sommes pas invités, le regrette M. Zelensky à juste titre, il a raison de dire, mais attendez, nous, on n'acceptera aucune espèce de capitulation. J'ajoute un point, si vous le permettez, même Donald Trump, au fond, il est dans son exercice de style, parce que lui, qui avait affirmé dès la campagne électorale, donc avant même sa prise de fonction de janvier 2025, qui avait annoncé qu'en 24 heures, il allait obtenir un cessez-le-feu, voire même la paix entre l'Ukraine et la Russie, il a fallu qu'il en rabatte. C'est même le moins qu'on puisse dire. Et entre parenthèses, il en a rabattu aussi sur le Proche-Orient, parce qu'il avait raconté la même chose sur la guerre à Gaza. Donc aujourd'hui, il est dans une position que votre collègue a très bien rappelée il y a un instant, qui est beaucoup plus attentiste, beaucoup plus modeste, histoire qu'il ne ressorte pas du sommet d'Anchorage, si jamais Poutine n'en faisait qu'à sa tête, ou exigeait des choses, des éléments beaucoup trop importants, histoire de dire
Là, je parle évidemment de M. Trump. Alors, écoutez, de toute façon, ce n'était qu'un round d'essai. On verra bien plus tard. J'ai tenté ce que je pouvais faire. Finalement, à quoi va servir cette rencontre de vendredi en Alaska, selon vous? On a l'impression qu'il va s'agir de deux dirigeants qui vont jouer leur image, qui vont prendre une photo historique finalement. Alors, d'abord, la photo, elle sera historique s'il en sort quelque chose d'important. Par définition, sinon, est-ce qu'il ça en sortira restera quelque chose d'important? Alors, ça sera quelque chose d'important s'il en sort quelque chose d'important. Le pouvoir qu'on vous prête vous en donne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'en sortirait rien, alors on considérerait, je pense que les historiens, plus tard, considéraient cela comme une étape. Pourquoi? Parce que quand même, pour la première fois en 3 ans et demi, le président russe et un président américain se seront rencontrés directement, ce qui n'est pas négligeable. Mais s'il n'y a pas de conséquences positives, on ne pourra pas considérer que c'est un tournant. Et donc,